Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire sur la loi 25, qui est le deuxième qu'on fait cette semaine. Donc, lundi, on en avait un avec une firme en cybersécurité qui nous a fait une présentation de la loi. Si vous n'avez pas pu le voir, donc il est enregistré puis il est disponible sur notre site web. Je vais vous montrer le lien tantôt. Puis donc aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire qui est pour présenter la trousse d'outils qu'on a créée à Interjeunes avec les membres, puis de répondre aussi à vos questions avec une avocate. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir André Savard qui est avec nous. Si tu veux dire un coucou, c'est l'avocate qui a participé à la vérification au niveau juridique des éléments de la trousse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, André va être là tout au long du webinaire pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, je vous invite soit à les écrire dans le chat ou à lever votre main, puis je vais essayer de rester à l'affût pour y répondre. Sinon, Jennifer, tu pourras me faire signe là, s'il y en a que je manque. Puis donc, c'est ça. Soyez pas gênés pour poser vos questions. On est là pour ça aujourd'hui. Donc, allons-y. On va commencer par, en fait, je me disais peut-être que c'est pas tout le monde qui est super familier avec la coalition Interjeunes. Fait un petit rappel pour ceux qui nous connaissent moins. Donc, on est une coalition, le nom dit, on rassemble au total, on a 7 membres qui sont des associations et des regroupements qui travaillent en action communautaire autonome jeunesse. Puis, notre mission, c'est vraiment ça, c'est de rassembler, de mobiliser, de défendre puis de promouvoir l'ACA au Québec. Puis on fait ça en représentant justement là, environ 430 organismes membres au total à travers tous ces regroupements-là. Puis comment on fait ça? On fait ça avec toutes sortes d'actions. Il y en a peut-être qui connaissent déjà la grande consultation jeunesse, donc on en a eu une en avril dernier. Puis il y en a une qui s'en vient aussi en 2024. Donc, si ce n'est pas déjà mis à votre agenda, les 9 avril et 10 avril prochains, on va être à Québec, à Sainte-Foy. Puis on va avoir à peu près 150 jeunes qui vont être présents là, pour parler d'une voix commune. Sinon, on fait aussi des recherches. Donc, il y a une grosse étude d'impact qui a été produite, principalement l'année dernière. Puis, on a déjà 4 rapports sur 6 qui sont sortis puis qui sont disponibles sur notre site web. Donc, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller les consulter aussi. Il y a plein de bonnes ressources là, pour notamment vous aider dans vos demandes de subventions avec des statistiques qu'on amène sur c'est quoi l'impact que le communautaire a sur les jeunes. Donc, c'est ça. C'est un peu ça qu'on fait. On va passer au vif du sujet. Donc, la loi 25. euh, la raison pour laquelle on fait des webinaires cette semaine, puis pour laquelle on a fait une trousse, c'est parce que avec les membres d'Interjeunes, on s'est regroupés à travers le CA d'abord. On a décidé qu'on allait créer un comité avec une personne de chacun des regroupements membres. Vous les avez ici. Puis, on a construit tout ça ensemble. Fait que, il y en a plusieurs qui sont là aujourd'hui. Vous pouvez faire un petit coucou à la caméra si votre caméra est ouverte. Mais c'est ça, je vais prendre le temps de vous remercier. Fait qu'on a Simon du Rockld, on a Caroline puis Geneviève aussi du RMJQ, on a Grâce du RAC, on a Alice du Rocage, Alex du ROQTR, Nathalie du RERAC, Suzy de l'Association Grand Frère Grande Sœur et Jennifer qui est à Interjeunes, qui est la direction. Alors, c'était quoi notre objectif avec ce comité-là? Euh, ben, En fait, c'était de co-construire une trousse avec des modèles, avec des outils que vous pourriez utiliser puis adapter, les mettre à votre sauce pour, comme je disais, les 430 quelques organismes qui sont membres d'Interjeunes. Puis le but, c'était surtout que ce soit gratuit parce que ce qu'on a vu apparaître au printemps dernier, notamment, là, c'est, on dirait qu'il y a des compagnies qui ont profité des nouvelles dispositions de la loi 25 pour sortir des trousses qui coûtaient assez cher, des fois des 500 des 700 pour quelques Excel ou quelques Word. Puis on était conscient que c'était pas nécessairement tous les organismes qui avaient le budget pour acheter ces trousses-là et que peut-être les trousses n'étaient pas nécessairement adaptées aux réalités des organismes. Fait que c'est ça. En comité, on s'est dit que ce serait le fun d'en offrir une gratuitement.
Fait qu'on a travaillé là-dessus. Puis le but, c'était aussi qu'elle soit le plus simple possible. On sait que la loi est pas particulièrement simple, mais on essaie de rendre ça aussi simple que possible. Donc voilà. Puis le but, c'était de faciliter votre compréhension de la loi aussi. Mais pas que, aussi de répondre à vos questions, puis de vous accompagner au mieux de nos connaissances. Donc, c'est à peu près ça pour l'objectif. Euh, à travers tout ça, tu sais, oui, la trousse, c'est une chose, mais s'approprier l'information, c'en est un autre. Fait que oui, aujourd'hui, tu sais, on va vous présenter la trousse qu'on a créée pour vous. Mais c'est pas tout. Tu sais, ça va être important aussi que vous preniez le temps de vous approprier, si c'est pas déjà fait, c'est quoi la loi 25 sur les renseignements personnels à travers peut-être des webinaires, justement, à travers la fac qu'on va vous présenter un petit peu plus loin, à travers des ressources web aussi. Là, vous allez voir, il y a de la documentation qu'on va vous partager. Après, ça va être évidemment de s'approprier le contenu de la trousse si vous souhaitez l'utiliser. Puis d'adapter les outils qu'il y a à l'intérieur, mais aussi de réfléchir à vos pratiques à l'interne. Comment est-ce que nous, on travaille? Quel genre de renseignements on détient? Quel genre de renseignements personnels on veut aller chercher? Pourquoi on en a besoin? Etc. Fait que ça demande quand même beaucoup de réflexion. Puis, c'est ça. L'autre étape après, ça va être, si vous en sentez le besoin, là, de vous entourer d'experts. On pense souvent en premier là, à des experts en cybersécurité pour voir c'est quoi vos pratiques à l'interne, est-ce qu'il y a moyen de les améliorer, les sécuriser. Puis ben, là, aujourd'hui, on a une avocate, mais des fois, ça peut être intéressant d'aller voir au niveau juridique. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient répondre à des questions plus pointues que je pourrais avoir sur les spécificités de mon organisme à moi? C'est ça. Puis la dernière étape, ça va pas mal être de former votre équipe. Ça peut être à travers toutes ces étapes-là aussi, mais pour que toute l'équipe soit au même niveau puis ait les mêmes pratiques sécuritaires. Fait que ça va être important aussi. C'est d'ailleurs une exigence, de la loi, pour la phase 2024 si je me trompe pas. Fait que tout ça pour dire que, on entend souvent toutes sortes de contradictions à travers différents webinaires, différents sites web. Fait que je vous encourage aussi toujours à valider puis à vérifier l'information que vous recevez, surtout si vous la recevez, tu sais, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, là, de vérifier tout ça. Sur le site de la commission, d'accès à l'information, il y a d'ailleurs, quand même beaucoup d'informations. Donc on va sauter tout de suite, au contenu de la trousse qu'on a créée. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a 9 fichiers au total avec la documentation additionnelle. Ceux qui sont avec des petites flèches jaunes sur le côté, c'est les modèles qui ont été créés, là, qui ont été co-construits avec les membres de la coalition Interjeunes. Puis, ceux qui n'en ont pas, c'est les modèles qui proviennent directement de la Commission de l'accès à l'information. Mais on se disait que, tu sais, vu qu'eux fournissent les modèles, aussi bien vous les mettre tout de suite dans la trousse. Comme ça, vous avez juste à tout télécharger la trousse. Vous allez tout avoir la même place en même temps. Puis, en bonus, on a préparé aussi la petite foire aux questions. Euh, on a, on a lancé un petit sondage rapide le mois dernier pour recevoir vos questions. C'est quoi vos questions les plus importantes par rapport à la loi? Les trucs que vous avez moins bien compris ou les spécificités jeunesse, tout ça. Fait qu'on a tenté d'y répondre aussi. Puis, ça va être disponible dans la trousse. Fait que le but aujourd'hui, c'est vraiment, je vais vous montrer notre page web. Je vais vous montrer on va ouvrir rapidement chacun des fichiers pour vous montrer un peu ce qu'il contient, puis dans quel contexte il va être pertinent pour vous. Puis, comme je disais tantôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la main, chat, ou même à me couper la parole, puis ça va me faire grand plaisir d'y répondre. Si j'ai pas la réponse, peut-être que André va avoir la réponse, puis sinon, on peut faire des recherches par la suite. Alors, on se lance. La fameuse présentation de la trousse. Donc, elle va être disponible à l'URL interjeune.org/loi 25. Donc, on va y aller tout de suite. Je vais vous partager ça sur l'autre écran.
Voici la page. Donc, vous pouvez y aller soit par l'URL ou si vous vous en souvenez plus, il est sous publication aussi, loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Est-ce que tout le monde voit bien le site web? Oui, parfait. Je voulais juste être sûre qu'on ne voyait pas juste le PowerPoint. Merci de la confirmation. Alors, si on descend, vous allez avoir une petite intro, on vous explique qu'il y a une trousse gratuite, on vous dit qu'est-ce que ça implique exactement la loi 25. Fait que c'est quoi le gros des changements qui est exigé par les nouvelles dispositions. C'est des résumés, là. Je vous invite à les consulter plus tard. Donc, après, il va y avoir les 3 phases et leurs obligations. Vous allez voir, si vous n'êtes pas déjà au courant, là, il y a 3 phases qui sont sur 3 années différentes. La première étant justement en septembre l'année dernière. La deuxième était le 22 septembre de cette année-ci. Puis la prochaine va être en septembre de 2024. Donc, normalement, aujourd'hui, on serait supposé avoir complété toutes ces tâches-là ou ces nouvelles obligations-là et d'être conforme à ce niveau-là. Là, je me doute que c'est peut-être pas le cas pour la majorité d'entre vous, puis le but, c'est pas de vous taper sur les doigts, là. Au contraire, c'est de vous donner les outils pour commencer à y plancher dès maintenant. Donc, vous allez voir, c'est un peu des pistes d'action. Puis, pour faciliter la vie, là, j'ai mis un petit peu les modèles téléchargeables vis-à-vis des différentes étapes, si on veut. Mais tout ça se retrouve en bas aussi dans la trousse à outils, dans les modèles à adapter et utiliser. Donc, je vais y aller dans l'ordre. Je vais ouvrir chacun des documents, un à la suite de l'autre. Avant, je vais juste terminer un peu la présentation de la page. Donc, après les outils, vous allez voir de la petite documentation. Il y a plusieurs liens utiles que vous pouvez consulter. Notamment ici, il y a un petit guide facile du collectif web que j'ai trouvé qui est super bien construit puis qui vous donne des pistes d'action intéressantes, notamment au niveau de la cybersécurité. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques, comment être plus sécuritaire là, en général. Puis ici, super intéressant aussi, là, il y a une trousse téléchargeable qui est gratuite, qui vient du site web mesprocédures.ca. Puis vous avez juste à donner votre courriel, puis eux, ils vous donnent après accès à toutes les procédures, les modèles de procédures qu'ils ont créés. Donc, on n'en a pas créé parce qu'il existait déjà. Ensuite, c'est ça, vous allez voir. Il y a Simon aussi du RECLD qui a créé un petit guide d'accompagnement super le fun pour les organismes en lutte au décrochage. Fait que je vous invite à le consulter. Je vais le remettre à jour tantôt. Il y a un petit lien ou deux qui est à modifier. C'est ma faute. Après, ben c'est ça. Un truc super important aussi, le consentement. Vous aviez beaucoup de questions et on en a répondu à plusieurs dans la foire aux questions. Mais si vous voulez avoir les lignes directrices de la commission d'accès à l'information, là, ils ont un document de 30 quelques pages qui explique vraiment en détail tout ce que ça implique. Fait qu'il va être disponible aussi. Après, vous allez avoir justement les 2 webinaires. Il y a celui qu'on est en train de faire en ce moment, donc il n'est pas encore là parce que c'est ça. Il va être là probablement ce soir ou demain matin. Puis lundi, si vous n'étiez pas présent, oups, pardon, vous pouvez regarder là, en rediffusion le webinaire qui était avec Cyclic, la firme en cybersécurité. En bas, on en a parlé, il y a la foire aux questions qui est divisée en quelques catégories. Donc là, vous allez avoir justement définir les RP. On a reçu beaucoup de questions par rapport à ça, donc vous pouvez juste cliquer dessus pour ouvrir les réponses. Consentement, même chose. La gestion des RP, demande d'accès au RP, les partages, et c'est tout. Fait que vous pourrez naviguer tout ça bientôt. On va continuer avec les modèles. Donc, le premier, c'est un modèle de la commission qu'on appelle affectueusement la CAI, le petit acronyme. Ils ont fait un one-pager qui est vraiment rapide et simple, qui vous permet de déterminer justement comment on traite un incident de confidentialité quand ça implique un renseignement personnel. Donc, on ne va pas passer à travers, là, mais c'est pour vous montrer vite, vite. Ensuite de ça, au niveau d'Interjeune, on a créé un registre des incidents de confidentialité.
Donc, c'est un fichier Excel que vous pouvez télécharger. Je vais zoomer un petit peu. Donc, c'est un document que vous allez pouvoir adapter. Vous allez pouvoir ajouter votre nom, votre logo, puis tout ça. Si vous jugez que vous avez besoin de colonnes supplémentaires aussi, vous pouvez absolument là, le modifier. Donc, c'est là où, idéalement, c'est un fichier qui reste toujours vide parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'incident de confidentialité. C'est l'objectif final. Mais si jamais il y a un incident de confidentialité, c'est là où ça va être important que vous ayez ce fichier Excel-là, puis que vous veniez le remplir en répondant à chacune des questions de chacune des colonnes. Donc, c'était quoi exactement les RP qui étaient visés par l'incident? Où est-ce qu'il se trouvait? Est-ce que c'était à l'interne? Est-ce que c'était à l'externe? Est-ce que c'était dans un classeur, par exemple? Là, vous pouvez décrire l'incident, la date où c'est arrivé, etc. Donc, il va y avoir toutes ces colonnes-là à remplir. Puis, ça, c'est quelque chose que vous devez mettre à jour dès qu'il y a un nouvel incident. On ne veut pas qu'il y en ait, mais s'il y en a un. Puis, à ce moment-là, vous allez avoir deux onglets. Donc, le deuxième onglet, c'est Incident 1. Vous allez pouvoir le dupliquer s'il y a un incident 2 ou s'il y a un incident 3, ainsi de suite. Puis c'est là où vous allez écrire dans l'incident que vous avez rentré dans le premier onglet. Donc, euh, qui sont les personnes qui étaient concernées? Parce que toutes les personnes qui sont concernées par la fuite vont devoir être averties si, il y avait un risque de préjudice sérieux à la fuite de leurs renseignements personnels. Donc ça, je vous invite à le télécharger puis à le garder dans vos dossiers au cas où vous en ayez besoin, justement. En- Peut-être que, Oui, vas-y, peut-être André. que je peux ajouter des petites précisions. Oui, Le, bien re- sûr. le registre doit être absolument tenu par les organismes. Il contient tous les incidents de confidentialité, pas uniquement ceux qui doivent être déclarés à la commission. Ceux qui doivent être déclarés à la commission, ce sont les incidents qui comportent un risque de préjudice sérieux. Ces incidents-là devront être déclarés absolument, puis à ce moment-là, une copie du registre va devoir être transmise à la commission. Mais pour tous les autres incidents, à ce moment-là, ils doivent être consignés au registre, mais si l'organisme juge que ce n'est pas un incident qui comporte un risque de préjudice sérieux, à ce moment-là, il est consigné, mais il n'est pas déclaré à la commission. Et les personnes concernées n'ont pas non plus à être informées que l'incident s'est produit. Vous avez plus loin dans les avis, je crois, une grille qui vous permet, ouais, c'est justement le Oui, troisième outil. exact. Ouais. Ouais. Merci pour les précisions, André. Effectivement, ça nous amène au prochain document, qui est un fichier Word téléchargeable aussi. Je vais vous amener ça de l'autre côté, ici. Donc, quand il y a des incidents de confidentialité, vous allez devoir déterminer quel était le niveau de risque en fait. Est-ce qu'il y avait un risque de préjudice sérieux? Puis, on a préparé aussi justement cette petite grille-là qui est une espèce de questionnaire avec toutes sortes de questions qui, à la fin, quand vous allez avoir répondu à toutes les questions, ça va vous permettre de déterminer si oui ou non il y avait un risque sérieux. Puis c'est à ce moment-là que vous allez devoir aviser la commission d'accès à l'information, justement, puis les personnes concernées. Donc, c'est exactement de ça qu'André parlait. Donc, c'est ça. Vous pouvez le regarder. On ne va pas regarder chacune des questions non plus. Ensuite de ça, donc, on parle de déclaration d'incident. Ça nous amène au formulaire 4. Vous avez vu, il y a une espèce d'ordre logique un peu dans la trousse. Donc, la Commission de l'accès à l'information a fourni un modèle. C'est un formulaire qui est un avis concernant les incidents impliquant des renseignements personnels avec préjudice sérieux. Ça vous explique un peu c'est quoi le formulaire, les obligations, tout ça. Puis ensuite, là, c'est un PDF que vous pouvez remplir directement. Donc, on maintient leur modèle. Ensuite, toujours de la commission, il y a l'avis d'incident de confidentialité aux personnes concernées. C'est une petite page très simple
qui est fourni par eux, là, donc voilà, je sais qu'ici il est écrit organisme public, là, vous pourrez sans doute le changer quand vous l'utiliserez, mais c'est le seul modèle qui fournissent, là, donc ce sera celui-là. Ensuite, on arrive justement à la politique de confidentialité et de protection DRP. Ça, c'est super important que vous en ayez une. Puis, ce qui est arrivé, c'est que la table, la TRPOCB, a fourni un modèle de politique troué à ses membres. Puis, on a discuté avec eux pour partir de ce même modèle-là, le réviser avec André, puis le bonifier. Puis, c'est ce qui nous a amené à ce modèle-ci. Alors, vous allez voir, la politique est relativement courte. Elle fait seulement 7 pages. Puis évidemment, là, le petit bloc en rouge ici sera à retirer quand vous allez l'adapter à vous. Tout ce qui est en jaune, tout ce qui est en turquoise aussi, c'est des informations que vous allez devoir compléter. Mais je trouve ça important de vous mentionner, là, il ne faut pas juste changer ce qui est surligné. Il faut vraiment prendre le temps de la lire, de vous demander est-ce que c'est adapté à mon organisme, à moi, à mes pratiques à moi, à nous en fait. Puis est-ce qu'il y a des éléments qui manquent? Est-ce qu'on a certaines pratiques qui ne sont pas couvertes dans les différents sujets de la politique? Si oui, il va falloir les intégrer absolument. Parce que ça nous fait plaisir de vous donner un modèle, mais on ne veut pas que vous pensiez que parce qu'il y a un modèle puis que vous remplissez les trous, vous êtes conforme. Si la politique ne reflète pas votre organisme, même si vous en avez une, ben vous ne serez pas conforme non plus. Donc, c'est ça. C'est le document qu'il faut que vous preniez vraiment le temps de travailler. On espère que le modèle va être quasiment pile poil sur votre mission, vos pratiques, mais voilà, je trouve ça important de le mentionner aussi. Donc, c'est à peu près ça pour la politique. Je ne sais pas si André, tu voulais ajouter des choses. Je sais que tu as travaillé beaucoup sur celle-là. Ben, en fait, je voulais ajouter peut-être un commentaire général. Même si ça peut sembler une charge de respecter les obligations qui sont prévues dans la loi 25, euh, il faut que vous voyez ça aussi comme une façon d'améliorer vos pratiques dans les organismes pour respecter la protection des renseignements personnels. Il faut le voir d'une façon positive. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment une amélioration des pratiques auxquelles on vit la loi 25. C'est sûr que vous êtes déjà en surcharge, je comprends, mais je pense qu'il faut le voir comme ça, puis il faut le voir par étapes aussi. Même si les obligations, là, il y en avait certaines qui devaient être mises en œuvre en septembre 2022 et en septembre 2023, je pense que c'est plus bénéfique de prendre le temps de le faire comme il faut et puis de prendre quelques mois de plus. Il n'y a pas de police qui va venir vous voir parce que vous n'aurez pas respecté vos obligations. Il y a des sanctions qui sont prévues, mais je ne crois pas que les organismes communautaires vont être les premiers à recevoir ces sanctions-là. Sachez qu'il y avait été question que les organismes communautaires soient exclus de l'application de la loi 25, mais ça n'est pas le cas. Alors, je pense qu'il y a une sensibilité aussi au fait que les organismes communautaires euh, ont déjà beaucoup de travail à faire et puis sont conscients qu'ils doivent respecter la loi 25, mais je pense que c'est important de prendre le temps de le faire comme il faut dans une perspective d'améliorer les pratiques des organismes. C'est ça. Merci pour les petites précisions. Valérie, Puis, on a une question dans le chat. ben oui, j'ai Oui. vu ça de grâce qui Super. demande justement, on dit dans les nouvelles obligations que la politique de confidentialité, elle doit être accessible au public. Fait que quand on n'a pas de site Internet, qu'est-ce qu'on fait? Comment on la rend disponible? Donc, il n'y a pas de réponse. J'ai fait des recherches, puis il n'y a pas de réponse officielle de la Commission de l'accès à l'information. Ceci dit, ce que les gens recommandent en général, c'est de la mettre disponible autrement.
par exemple, sur la page Facebook, d'en mettre un lien, par exemple à un PDF qui serait hébergé quelque part, dans votre description peut-être. Maintenant, les descriptions Facebook, c'est rendu genre une ligne, fait que c'est un petit peu compliqué. Sinon, ça peut être sur un autre réseau social que vous utilisez. Je pense possiblement, tu sais, à LinkedIn, Instagram, Twitter, c'est un petit peu moins le cas, là, mais bon, ça peut être des pistes de solutions. Si vous avez rien de tout ça, à ce moment-là, ça devrait être envoyé par courriel aux personnes qui côtoient l'organisme, dont vous détenez probablement là, des courriels ou des renseignements personnels. Mais c'est ça, il y a pas de réponse officielle actuellement. Peut-être que la commission va préciser ça éventuellement. Donc, c'est la seule réponse que j'ai pour l'instant. Euh, Ça répond à la question, Grâce? Oui, parfaitement, merci. Merci. OK, alors on passe au prochain. Ça va peut-être susciter des questions aussi. Peut-être qu'André, tu pourrais y répondre. C'est les formulaires de consentement. Euh, je sais que, tu sais, je pense notamment à des maisons des jeunes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des formulaires de consentement par rapport à des participations à des activités puis tout ça. Mais là, on a décidé d'en faire notamment pour la collecte de renseignements personnels. Je zoome un petit peu, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est des formulaires assez courts, assez standards, puis il y a des spécificités pour les mineurs de moins de 14 ans et les 14 ans et plus, parce que vous ne devez pas aller chercher le même consentement pour un groupe versus l'autre. Donc, vous allez voir là, il y a les équivalents pour à peu près tous les formulaires. Euh, donc, je vais y aller rapidement. Le premier, justement, c'est le formulaire de consentement parental ou tutélaire pour la collecte de RP et l'utilisation de RP pour les mineurs. À ce moment-là, c'est le parent qui va devoir signer pour tous les mineurs de 14 ans et moins. Donc, voici le formulaire destiné aux parents. Pour les 14 ans et plus, alors là, c'est le jeune qui peut signer lui-même. Donc, il y a un formulaire dédié à cette tranche d'âge-là aussi. Après, bon, il y en a probablement plusieurs qui en ont déjà, mais vous avez aussi un formulaire de consentement parental là, pour la participation à une activité. Je fais une question de Mélissa en parallèle. Concernant le consentement des moins de 14 ans, le consentement doit-il être donné par les parents pour leur implication au CA, si les jeunes s'impliquent au CA? Donc, est-ce que c'est les parents qui doivent donner le consentement? Pour la remise des données personnelles, c'est une chose, mais doit-il aussi être donné par les parents pour autoriser le jeune à s'impliquer sur le CA? Si je peux répondre, euh, moi, je crois que pour que le jeune participe au CA, s'il a moins de 14 ans, le consentement du parent devrait être donné. C'est pas nécessairement un consentement écrit. Ça peut être un consentement verbal aussi, ça peut être donné verbalement. Mais parce que la participation au CA, moi, je la vois comme une activité de l'organisme. Alors, il faut, si le jeune a moins de 14 ans, il faut que le parent donne son consentement. Ça, d'ailleurs, je crois pas que c'est nouveau. C'est pas arrivé avec la loi 25. C'est quelque chose qui existait avant. OK. Super, merci pour la réponse, André. Ça répond bien, Mélissa, oui, merci beaucoup, parfait. Donc, c'est ça. Sinon, on a parlé de consentement. Je pense que il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce que le consentement doit être verbal? Est-ce que le consentement doit être écrit? La réponse, c'est que le consentement n'est pas toujours obligé d'être écrit. Il peut aussi être verbal, mais quand ça concerne des renseignements personnels sensibles, c'est là où ça devient d'autant plus important de l'avoir écrit. Comme ça, si quelqu'un vient cogner à la porte pour savoir comment ça se fait qu'il y a eu la fuite de telles données, au moins on peut montrer avec une preuve papier qu'on avait la permission. Je vois des questions arriver en parallèle aussi. Je vais lire ça. Donc, est-ce que les formulaires doivent absolument être remplis pour les listes de présence? Est-ce qu'une simple note avertissant que les noms seront utilisés pour cela peut être ajoutée? Si un jeune de moins de 14 ans
on met un pseudonyme pour la première journée qu'il se présente, vu qu'il est impossible d'avoir l'autorisation. Je sais, longue question. Euh, Est-ce que tu voulais répondre, André? Ben, en fait, le jeune de 14 ans et plus, il peut donner son consentement verbal. C'est explicite dans le fond, là. S'il donne son nom, il donne un renseignement personnel. Alors, c'est un consentement qui est en quelque sorte implicite. Euh, je pense que pour les organismes, ce qui est pratique, là, c'est que le jeune qui se présente une première fois, s'il participe à une activité ou s'il reçoit un service, euh, là, je crois qu'il y a des renseignements personnels qui vont lui être demandés par pas mal tous les organismes. À ce moment-là, moi, je pense que ce jeune-là, il risque de revenir. Alors, les renseignements personnels sont demandés la première fois, mais par la suite, l'organisme les a dans sa base de données. Alors, je ne crois pas que les renseignements personnels doivent être demandés pour une activité ou un service en particulier, mais pour l'ensemble des activités et des services que l'organisme va offrir à ce jeune-là. Parce que de façon pratique, ce ne serait pas possible pour vous de recueillir le consentement puis de colléger le consentement chaque fois que le jeune se présente à l'organisme. Ce n'est pas réaliste. Alors, je crois que de le consigner une fois, selon les exemples qui sont soumis pour les activités et les services que l'organisme va offrir, je pense que c'est suffisant comme consentement. Il y a l'exception des activités spécifiques qui sont plus irrégulières. Par exemple, si l'organisme va à l'extérieur, par exemple, va à la ronde. À ce moment-là, je trouve que vous avez un exemple de formulaire de consentement, puis je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui demandent déjà ce consentement-là aux parents ou aux jeunes, si le jeune a plus de 14 ans. Mais ça, c'est bien d'obtenir un consentement spécifique pour une activité qui sort de l'ordinaire. Autre exemple, si le jeune fait un témoignage sur vidéo qui va être diffusé sur les médias sociaux, moi, j'aurais tendance à vous dire de demander un consentement pour cette activité spécifique-là. Je voulais dire aussi que c'est à vous de juger selon ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas que vous vous donniez une charge qui va être extrême. Alors, il faut trouver les moyens les plus pratiques. Je pense que les exemples qui sont donnés dans l'outil sont relativement faciles à appliquer. Puis, je voulais préciser aussi pour le jeune de 14 ans et plus, ça peut être le parent aussi qui donne le consentement. Mais aussi le jeune, s'il a 14 ans et plus. Contrairement aux jeunes de moins de 14 ans, là, ce doit être absolument le parent. Oui, effectivement. Eric, ça répond à la question, oui. Super. Grâce à une petite question justement pour les organismes qui n'ont pas de site Internet, pour informer, c'est qui en fait la personne responsable de la protection des RP dans l'organisme, est-ce qu'il faut qu'ils remplissent un formulaire ou qu'ils écrivent directement à la commission? Moi, j'ai pas vu d'informations par rapport à écrire directement à la commission. J'ai plutôt reçu la même information qu'on parlait là, pour la politique de confidentialité. C'est-à-dire que si on ne peut pas le mettre sur son site web parce qu'on n'en a pas, c'est de prendre un autre moyen pour que ce soit une information qui soit publique. Donc, tu sais, encore une fois, ce qu'il proposait, c'est, comme je disais, de le mettre en description des réseaux sociaux, par exemple, ou de l'envoyer, par exemple, avec la politique de confidentialité aux gens. Vous pourriez faire d'une pierre deux coups. Mais parce que c'est ça, ma compréhension du moins, là, puis peut-être que ce sera quelque chose à vérifier, mais c'est que la principale raison pourquoi on veut le contact de la personne responsable au sein de l'organisme DRP, c'est pour que les gens puissent faire une demande d'accès à leurs dossiers ORP qui sont détenus par l'organisme. Donc voilà. On a une autre... Oui, vas-y, Je André. voudrais juste ajouter que pour la personne responsable, c'est quand même assez facile à afficher aussi si l'organisme n'a pas de site. Ça peut être affiché sur les murs
dans les locaux de l'organisme, parce que dans le fond, ça s'adresse vrai. principalement aux personnes qui fréquentent l'organisme. Pour la politique, ben là, c'est pas évident de l'afficher, là, mais pour l'adresse de la personne responsable, ça se fait facilement, ça peut être un moyen. Puis je voulais vous dire que vous n'avez pas envoyé le nom de la personne responsable, ni la politique, ni vos autres outils que vous allez développer à la commission d'accès à l'information. La commission ne veut pas les recevoir. Alors, il n'y a pas d'envoi à faire là, à la commission d'accès à l'information. OK, super. Ça confirme ce que j'avais entendu. Sinon, on a une autre question. Lorsque le jeune vient d'avoir 14 ans et qu'on a déjà fait signer le formulaire par le parent, est-ce qu'on doit en faire signer un nouveau formulaire par le jeune dans le cas où le parent a déjà donné le Non, consentement? Non, c'est non, ça, vous ça. l'avez. Ouais. Excuse, Valérie. Non, Vous, vas-y, vas-y. vous avez déjà le formulaire, alors vous n'avez pas à le refaire signer. Donc, c'est ça. Dans le fond, la question, c'est pas parce que le jour de nos 14 ans, on peut décider pour soi que le consentement du parent n'est plus valide. Donc, on confirme le consentement du parent est encore valide après 14 ans. Oui. C'est ça. Prochaine question. Donc, pour les 14 ans et plus, est-ce que ça prend une autorisation parentale pour les informations confidentielles? Euh, je ne sais pas si tu veux répondre, André, par rapport au mot peut-être confidentiel. Ben, en fait, pour moi, les renseignements personnels sont des renseignements qui sont confidentiels. Alors, la question, c'était pour les jeunes de 14 ans et plus. Exact. Est-ce que ça prend une autorisation parentale pour ce qui est personnel? Mais là, peut-être ce qu'on veut dire, c'est plus sensible. Donc, tu sais, les informations qui Ah, pourraient. Je sais pas. ça prend un consentement, peu importe que les renseignements soient sensibles ou non. Dans le cas de tous les renseignements personnels, ça prend un consentement. C'est ça. Donc, dans ce cas-ci, si le jeune a plus de 14 ans, que l'information soit sensible ou non sensible, pas besoin d'autorisation parentale. C'est le jeune qui peut consentir pour lui-même. Mais pour un jeune de 14 ans, ça peut être le parent aussi. Pour un Ça jeune de peut être le 14 parent, ans et oui, oui. plus, ouais, Ouais, c'est l'un ou l'autre, le jeune oui. ou le parent. Mhm. Ouais. Merci Lynn. Donc, Gracie, la Commission d'accès à l'information parle de comité pour la protection au renseignement personnel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les organismes? Personnellement, j'en ai pas entendu parler de comités. Est-ce que quelqu'un en a Mm. entendu parler? Je pense peut-être à André ou Simon. Je vous mets sur la sellette. Ben, moi, je n'ai pas rien vu là-dessus, mais je dois dire que je l'ai suggéré parce que ça peut être lourd pour des personnes, si l'organisme a beaucoup d'activités, beaucoup de membres qui risquent de demander des accès à leurs renseignements. Ça pourrait être lourd juste pour une personne de s'en occuper. Fait que je l'ai suggéré à quelques reprises que les groupes nomment des membres à un comité Mhm. dont la personne responsable de la protection des renseignements personnels serait membre et puis qui aiderait là, à l'application de la loi, là, puis à répondre aux demandes d'accès, à vérifier à réaliser toutes les étapes s'il y a un incident de confidentialité. Alors, ça peut être une bonne idée de former un comité qui n'aura pas nécessairement beaucoup de travail, on l'espère, là, mais qui, en fait, pour les demandes d'accès, c'est pas grave s'il y a beaucoup de travail, là, parce que c'est normal que les gens veuillent avoir accès à leurs renseignements. Mais c'est ça, ça peut très bien se faire, là. Oui. Mhm. Donc, c'est pas un comité n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir une personne responsable désignée. Mais après, si la personne veut s'accompagner d'un comité, elle peut le faire. Hein. Parfait. Excuse-moi, Super. Valérie. Oui, oui, Excuse-moi, je vas-y. veux juste préciser parce que ça se trouve dans les obligations de septembre 2022. Et justement, je pose la question parce que c'est écrit obligation de former un comité. Donc, ça vient juste après l'obligation de choisir une personne responsable pour la protection des renseignements personnels sur le site de la commission pour OK. septembre 2022. C'est depuis l'année dernière, mais bon, voilà. Donc, du coup, mais concrètement, OK. jusqu'à maintenant, je ne comprends pas trop comment
ça va s'illustrer. Ouais. C'est écrit que c'est pour soutenir la personne responsable dans la prise des décisions. OK. OK, Voilà, donc ouais, à ce moment-là, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait, mais je vais quand même faire des vérifications, puis au besoin, je vais peut-être ajouter une question dans la foire aux questions avec la parfait. réponse, justement. Ça pourrait être Merci. intéressant pour les autres aussi. Ouais. Donc là, on a une question justement par rapport à la personne responsable. Là, la Maison des jeunes de Matagabi demande s'il peut y avoir 2 personnes responsables. Donc là, je comprends la question, c'est est-ce qu'on peut départager la responsabilité officielle sur 2 têtes différentes, 2 personnes? Ou est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une personne qui soit imputable? Ouais, ton micro est fermé, André. Ça prend une personne, et C'est si ça. une deuxième personne est désignée, ben, elle peut soutenir la première personne, celle qui est responsable là, officiellement, puis former le comité. Justement, un comité, ça peut être formé de 2 personnes. C'est pas... Mhm. Peut-être que Simon voudrait ajouter aussi s'il y a d'autres informations sur les comités. Oui, puis pour la personne responsable, moi, je sais que j'avais lu, dans le fond, il peut y avoir délégation à une ou plusieurs personnes, mais la personne avec la plus haute autorité dans l'organisme, qui est la personne responsable par défaut, s'il y a délégation, ben, la personne avec la plus haute autorité demeure quand même imputable à la mise en conformité, puis elle doit fournir aussi toutes les ressources nécessaires là, soit à la personne déléguée ou aux personnes déléguées dans un comité là, pour mener à bien là, les travaux. Mm. Juste pour compléter, ça peut même être quelqu'un à l'extérieur de l'organisme. Un organisme, là, ça se pose moins pour les groupes communautaires, mais une entreprise là, de, je sais pas, de 100 employés pourrait confier la responsabilité à une firme externe. La loi ne l'interdit pas, là, c'est tout à fait possible. Oui, effectivement, je sais qu'il y a des gens qui parfois vont demander à leur firme informatique avec qui ils travaillent déjà d'être la personne responsable parce que c'est eux qui sont le plus au courant finalement de l'environnement informatique puis de la protection des renseignements personnels. Euh, Parfait. Donc, finalement, les questions ont popé à travers justement les exemples de consentement verbal. Fait que je finirais peut-être là-dessus. Euh, donc, on en a parlé un peu, là, mais le consentement peut être demandé seulement verbalement. Puis là, on vous a mis des petits exemples pour un consentement verbal qui serait à un jeune pardon, de 14 ans et plus, ou un consentement verbal qui serait demandé aux parents ou aux titulaires du jeune de moins de 14 ans. Donc, c'est des exemples que vous pouvez récupérer et prendre à votre sauce. Sinon, ben, il y a aussi le consentement au niveau de la prise de photos et de vidéos. Donc, il y a un très court exemple ici que vous pourrez réutiliser. Encore une fois, pour les moins de 14 ans et les 14 ans et plus. Puis, je vous ai mis là, ici les 8 critères de validité du consentement selon la Commission de l'accès à l'information. Donc, pour résumer, le consentement, il doit être manifeste, libre, éclairé, spécifique, granulaire, compréhensible, temporaire et de manière distincte. Vous avez la source si jamais vous voulez compléter, si jamais vous voulez consulter les lignes directrices sur le consentement. Voilà, je vais fermer ça. Puis, il va nous rester donc l'inventaire des RP détenus par l'organisme. Ça, c'est aussi... Valérie, si tu me Oui, permets, il y avait une question, puis tu sais, ben vu que je oui. vois le temps filer, je veux juste être sûre que la question d'Alexandre soit répondue sur la suite Google. Je sais qu'on l'a eu dans la réponse dans l'autre webinaire, Ouais, mais si tu pouvais faire un petit résumé de oui. cette réponse un peu floue. Ben oui, certainement. Merci, Jennifer. Donc, nous avons entendu que nous devrions passer de la suite Google à la suite Office, puisque celle de Google serait supposément moins sécuritaire. Savez-vous si cela est vrai? Euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent ça. Au webinaire de lundi, justement, qui était avec la firme Cyclic en cybersécurité, il disait que pour se conformer, on n'est pas obligé d'être sur Office et de laisser tomber justement toute la suite Gmail, G Suite.
Ceci dit, c'est sûr que tous les différents fournisseurs de logiciels ou d'infos nuagiques ont des mesures de protection des renseignements puis des fichiers qui sont différentes. Fait que c'est sûr que tous les logiciels ne sont pas égaux en termes de cybersécurité. Après, tout est une gestion de risque aussi. Donc, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous êtes tout obligé de passer à la suite Office, mais c'est d'être conscient de c'est quoi les possibles failles de sécurité qu'il pourrait avoir au niveau des fournisseurs que vous avez actuellement. Puis, ce qui est conseillé notamment, là, c'est que les compagnies avec lesquelles vous faisiez affaire, les fournisseurs, idéalement, ils soient au Québec ou que les serveurs soient au Québec. Comme ça, ils sont obligés de se soumettre justement aux mêmes normes que nous, donc aux nouvelles obligations de la loi 25. Je ne sais pas si André, tu voulais se renchérir ou... Sûr que c'est l'idéal, mais tout le monde est conscient que ça ne peut pas se faire nécessairement facilement. Puis, on sait aussi que si on a à s'assurer de mesures de sécurité, mais on sait aussi que si on communique avec des entreprises à l'extérieur du Québec, des grandes entreprises, on n'aura pas nécessairement de réponse. On n'aura pas de réponse dans le fond. Alors, on n'aura pas l'assurance que les renseignements personnels sont bien protégés. Il faut vérifier les contrats, mais bon, les contrats ne sont pas nécessairement clairs, alors c'est la recherche de l'idéal, mais bon, c'est un peu utopique de penser que tous les organismes vont dorénavant être desservis par des entreprises dont les sièges sociaux sont au Québec. Mhm. Je vous dirais, par exemple, nous autres au barreau, la consigne qu'on a, c'est de ne pas faire affaire avec des entreprises qui ne sont pas au Québec. Mais bon, la possibilité, elle est quand même limitée. Effectivement. Ouais. Donc, on a d'autres questions. Grâce, tu demandais, est-ce que les discussions informelles entre membres d'un même regroupement sur les jeunes sont aussi soumises aux exigences de la loi 25? Je sais que tu as levé ta main. Voulais-tu préciser la question aussi? Non, finalement, j'ai levé la main pour une autre question. Mais la première, c'était bon. Je vais juste mettre dans le contexte. Je veux dire, nous, le regroupement des auberges, les intervenants des auberges se rencontrent parfois et on a des jeunes qui passent d'une auberge à une autre. Donc, il y a des petites discussions informelles entre intervenantes. Et tel jeune est maintenant chez vous. Comment ça va avec son anxiété? Est-ce que là, il y a un bris de confidentialité, par exemple? Je vous dirais que les personnes qui font ces échanges-là le font verbalement. Elles, je trouve, dans ce cas-là, là, vraiment, les personnes peuvent être identifiées. Je trouve qu'il faut faire attention à ce genre de conversation-là, mais c'est difficile de l'éviter. Je pense que quand des personnes l'ont, c'est parce qu'elles détiennent déjà des informations à cause de leur fonction. Alors, elles doivent être conscientes que les informations, si elles les échangent, ce doit être fait parce que c'est nécessaire. Et puis, en sachant que c'est sûr, la confidentialité doit être préservée, là. Si elles font ça dans un restaurant, puis que les personnes parlent fort, puis que des personnes autour peuvent entendre, bien là, il y a un problème. Mais si c'est échangé dans un contexte de travail, même si c'est des personnes de deux organismes, je trouve qu'il n'y a pas de problème à ça, là. Si l'échange est nécessaire. Ça peut arriver aussi dans des communautés de pratique où là, il y a des cas qui vont être discutés. Mais dans ce cas-là, je trouve qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas dévoiler des renseignements personnels, pas donner le nom des personnes, essayer de rendre ça un peu plus général pour que les personnes dont on parle ne puissent être identifiées. Mais
Ça répond à la question, Ross. Oui, ça répond à la question. Super. Merci beaucoup. Et ma dernière question, Oui. elle est un peu très précise. C'est par rapport à la loi sur la protection de la jeunesse. Dans la nouvelle réforme, il y a un article 35.4 qui dit que le DPJ peut exiger d'un établissement, d'un organisme, bon, naturellement les maisons d'hébergement, de lui communiquer un renseignement concernant l'enfant, l'un de ses parents ou toute autre personne mise en cause par un signalement. Alors que dans la plupart des cas, on n'a pas le consentement des parents. Les parents donnent le consentement pour leurs jeunes. Mais là, ce que ça dit, c'est comme j'ai un intervenant de la DPJ qui me dit est-ce que son père est violent? Est-ce que c'est une information que l'intervenante peut communiquer? À ce moment-là, quelle est la loi qui aura préséance? Celle de la LPJ ou la loi 25? On n'a pas fait la recherche là-dessus. Effectivement, il y a des nouvelles obligations, mais dans quel cas l'organisme doit communiquer les renseignements? Ça, je ne peux pas le dire précisément. C'est sûrement assez restrictif là, comme situation. Mais puis, il faut faire attention parce que, vu les nouvelles obligations, il y a des intervenantes et intervenants de la DPJ qui essaient d'obtenir, pas nécessairement par mauvaise foi, là, mais il y a des intervenantes et intervenants qui essaient d'obtenir des informations alors qu'elles n'ont peut-être pas nécessairement le droit de les obtenir. Elles ne le font pas par mauvaise foi, je le répète, là, nécessairement, là, mais il faudrait, c'est un sujet qu'il faudrait fouiller là, pour voir dans quel cas les organismes communautaires ont l'obligation de fournir des informations. Sur la préséance de la LPJ sur les obligations de la loi 25, c'est une bonne question. Si la LPJ impose des obligations, c'est par intérêt de l'enfant. Je pense que l'intérêt de l'enfant passe là, en premier. C'est ça, ça Or, rentrerait dans la clause sous-bénéfice, sauf sous bénéfice du jeune, pour ce qui est de la loi 25. oui, possiblement. Mais c'est un sujet qu'il faudrait fouiller. Là. Peut-être que la coalition interjeune pourrait le noter puis regarder plus les obligations aux organismes. Oui, je me suis fait une note mentale. Je prendrais peut-être une... Oui, merci. Merci. Je prendrais peut-être la dernière question justement dans le chat, puis après, il ne nous reste pas beaucoup de temps, fait que je passerai rapidement l'inventaire des RP détenus. Donc, on demandait justement dans la plateforme Datado du RMJQ, il demande des informations comme par exemple le prénom, des fois le nom de famille, l'année de naissance, donc l'âge. On comprend que c'est des RP. Et donc, pour les moins de 14 ans, est-ce qu'on aurait besoin de l'autorisation du titulaire ou du parent? Dans le cas de Datado, si les renseignements personnels sont transférés au fournisseur, à celui là, qui gère la plateforme, Ouais. je ne sais pas exactement les conditions dans lesquelles les renseignements sont transférés, mais je ne me rappelle pas. Mais si des renseignements personnels sont transférés, là, le consentement n'est pas nécessaire parce que c'est à des fins d'études, de recherche. Alors, à ce moment-là, si la communication des renseignements est nécessaire pour ces fins-là, il y aurait pas de consentement là, à demander. Puis Caroline, là, je la vois qui est là, qui a une main levée, elle va pouvoir nous répondre. À quel point ça va être une réponse très, très précise, mais je sais que dans le cas de Datado, là, tout est hébergé au Québec sur des plateformes sécurisées, tout ça. S'il y a des informations, nous, on invite quand même les gens dans les bonnes pratiques à
à utiliser des pseudonymes ou à dénominaliser. Il y a une section prise de notes. Là, je dois dire que nous, par exemple, au regroupement des maisons de jeunes, on n'a pas accès aux notes des maisons de jeunes, donc c'est vraiment genre seulement à l'interne. Après, au niveau de la programmation dans le back-end, puis tout ça, c'est des données qui disparaissent pas, évidemment, parce qu'elles sont enregistrées. Mais il y a tout un processus, là, puis je rentrerai pas dans les termes techniques parce que je vais dire des affaires qui vont être inexactes, vu mon degré de connaissance. Mais je vous invite, là, pour les questions de Datado qui touchent le regroupement, là, à nous écrire. On va pouvoir en reparler avec André, puis avec le programmeur aussi au niveau de Datado. Super. Je savais pas si c'était toi, justement, Caroline, qui avait posé la question, mais ça confirme. Ben, c'est pas moi qui ai posé la question, mais c'est Ouais, clairement un de nos membres. ouais, c'est ça. Pas le choix. Super. Donc, c'est ça. Je finirai peut-être avec justement l'un des derniers fichiers. C'est l'avant-dernier, si je ne me trompe pas. Il nous reste une petite minute, là, mais on va peut-être déborder un peu. C'est l'inventaire des renseignements personnels détenus par votre organisme. Fait que ça, c'est un des premiers devoirs probablement là, après la politique de confidentialité que vous devriez faire. Puis c'est de déterminer en équipe, mais aussi avec la personne responsable, là, c'est quoi toutes les RP qu'on détient en ce moment. Puis de dire justement c'est quoi leur degré de sensibilité. Est-ce qu'on a eu le consentement pour? Est-ce qu'il était écrit? Est-ce qu'il était verbal? Pourquoi est-ce qu'on le collecte? Puis c'est là où ça va être intéressant de vous demander, est-ce que c'est réellement nécessaire qu'on le collecte? Parce que le moins vous avez de renseignements personnels, le moins vous avez de chances qu'il y ait de fuites ou qu'il y ait de problèmes ou que vous ayez à gérer des incidents. Fait que c'est ça. Ça va être des réflexions importantes à avoir, puis de déterminer justement où est-ce qu'ils se situent. Est-ce que c'est des classeurs? Si c'est des classeurs papier, physique, est-ce que c'est des classeurs qui peuvent se barrer? S'ils peuvent se barrer, est-ce qu'ils sont barrés? Est-ce que les clés sont disponibles à tout le monde en tout temps? Fait que c'est ça. Ça va être votre plus gros devoir, peut-être. Ça va être ça. Puis après, il nous restait justement, ça c'est très court, c'est le formulaire d'engagement de confidentialité pour les employés puis les autres instances, comme par exemple votre CA, les comités, tout ça, qui est à intégrer dans les contrats de travail. Donc, c'est une petite page toute simple qui dit justement, qui va être assignée par toutes les personnes concernées, qui dit que on a lu la politique de confidentialité et de protection des renseignements personnels, puis qu'on s'engage à en respecter les termes. Donc, ça va être un autre devoir là, de faire signer ça à vos employés, à vos membres de CA et possiblement à des membres de comité également. Et on arrive à la fin de cette présentation. Donc, comme je vous disais, il y a aussi une petite foire aux questions. Fait que si vous avez des questions qu'on peut-être pas trouver réponse aujourd'hui, vous pouvez peut-être me les envoyer, puis je vais tenter d'y répondre. Sinon, vous en avez déjà envoyé plusieurs et les réponses sont toutes ici. Vous allez voir là, quand il y a des sources au niveau de la commission ou du gouvernement, là, le lien est écrit ici. Fait que vous allez pouvoir regarder puis vérifier l'information sur leur page web aussi. Ça fait pas mal le tour. On n'a plus vraiment de temps pour des questions. S'il y en a une ou deux super importantes, on pourrait peut-être prendre une minute additionnelle. Sinon, ben, ça va être un gros merci de votre part pour votre intérêt pour le webinaire. Puis on est avec vous dans la mise en conformité de la loi 25, puis ça va bien se passer. C'est pas notre loi préférée, mais on n'a pas le choix. Je vais dire merci. Parfait. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, vraiment. J'ai arrêté l'enregistrement.